bien, Nasser, merci beaucoup pour nous permettre de prendre la parole. Et merci à Louis, puisque c'est vrai que intervenir après Louis, c'est pas toujours évident, hein, donc beaucoup de ferveur, de verve. Donc, eh bien, je vais essayer de relever le défi, hein, de pouvoir donc intervenir et apporter un plus. Merci. Oui, n'hésite pas, sur 20 en général. Alors, ce qui est important dans l'approche que je voudrais que l'on ait ensemble dans la réflexion, c'est que le think tank que veut développer donc Humaniv, en fait, n'est pas simplement un lieu où on pense. C'est également un lieu où on veut agir. Et c'est dans ce cadre-là que eh bien, Nasser et Louis m'ont demandé de pouvoir être une des briques qui puisse en fait apporter une réflexion et une action à la réalisation. Puisqu'en fait aujourd'hui, il faut passer à l'acte. Hein, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, dans ces actions, donc on a imaginé, parmi les différents projets possibles, deux projets forts, donc que vous avez en préambule, l'université de la mobilité et les résidences culturelles. Donc l'idée va être de se poser la question comment des talents qui peuvent être un petit peu éparses sur l'ensemble des territoires qui bordent la Méditerranée, comment créer des liens, donc des interactions entre tous ceux qui ont une valeur ajoutée, des valeurs à partager, des valeurs à avoir, à mettre en avant. Donc c'est dans ce cadre-là que je vous ai proposé ce document. Pour ceux qui l'ont, n'hésitez pas à le prendre. Et sur ce document, l'idée, c'est pas de le voir comme quelque chose que je vais lire, mais plutôt comme quelque chose dans lequel on va interagir ensemble. Donc je vais vous demander à certains moments de le regarder avec attention, et j'ai volontairement fait des choses qui n'étaient pas cohérentes dans les documents pour que vous puissiez réagir et me dire ah, ça me va pas. Donc on verra à quel moment vous réagirez et la parole vous sera donnée, alors peut-être pas tout le temps puisque j'ai que 10 minutes, donc, mais je prendrai le temps de faire interagir certains pour que vous puissiez me partager et nous partager, puisque effectivement ça va être un point d'orgue, c'est comment passer du jeu au nous, puisqu'en fait c'est ça qui est important. Donc on va voir comment ensemble on va avoir des réflexions et des actions communes. Si vous regardez un petit peu sur la deuxième page, j'ai fait un petit trait d'humour, un petit rappel des années 80. Peut-être certains ont déjà joué à ce petit jeu, ce cube, ce Rumicube, à y passer des heures et à le jeter par terre sans jamais réussir à aligner une seule couleur. Hein. Mais certains ont réussi à les faire entièrement et sans décoller les petites étiquettes pour les remettre. Donc le faire vraiment en respectant donc la manière dont on pouvait structurer ce petit jeu. Pourquoi je le mets en préambule? Parce qu'en fait, il y a plusieurs aspects très forts. C'est que quand on regarde ce cube pour la première fois, chacune des faces a une couleur qui lui est propre. Et quand on le regarde sous un certain angle, en fait, on ne voit qu'une seule couleur. Par contre, l'autre qui le regarde à l'opposé de nous, lui voit une autre couleur. Donc, ce qui signifie qu'alors qu'on est en train de regarder le même objet, eh bien, on ne voit pas la même chose de ce même objet. Donc l'ensemble des actions et des interventions qu'on peut avoir les uns et les autres, l'idée c'est de se dire que si on parle du même cube, du même objet, eh bien on aborde chacun une facette différente. Donc comment réussir en fait dans ces facettes différentes à prendre la globalité en fait de ce cube. Et la chose, c'est qu'on n'est pas entouré d'un seul cube, et on ne sert pas un seul cube, il y en a de nombreux. Donc comment créer des interactions avec des éléments, des objets qui sont tout autour de nous. Donc de manière opérationnelle, et c'est ça l'idée un petit peu de l'intervention que je vous propose qu'on ait ensemble, c'est se focaliser sur 4 éléments. Les processus, les plateformes, les bases de connaissances et l'intelligence collective. Alors, en préambule, si vous regardez un petit peu, vous avez ce schéma-là, donc sur cette page, donc vous avez ce schéma. Donc sur ce schéma, eh bien, est-ce que quelqu'un voudrait nous l'interpréter? Est-ce que quelqu'un se sentirait de nous interpréter ce qu'il y lit, ce qu'il y voit? Est-ce que quelqu'un voudrait nous le lire? Alors, est-ce que j'ai une volontaire, peut-être? Oui, je viens. Un volontaire, avec grand plaisir. Eh bien, la parole t'est donnée. Ton prénom, s'il te plaît? Excusez-moi, je vais être complètement contre-intuitif. Je lis dans ce schéma ce dans quoi je suis jamais arrivé à m'intégrer. C'est-à-dire? C'est-à-dire un dossier de candidature, etc. Je ne fais pas partie de la population concernée.
Ouais, tu as peut-être eu des proches ou des enfants qui ont répondu à une candidature quelque part. Mais en tout cas, ton Non, mais intervention... je tiens à introduire cette note d'humour. Mais elle est importante, hein, parce que pour quelle raison? Parce qu'en fait, et c'est là où je vais en venir justement à la fin, c'est que les processus et les procédures, quels qu'ils soient, ont des limites. Et dans ces limites, en fait, l'idée, c'est de se définir quel est le niveau de curseur dans lequel on va rentrer pour pouvoir interagir. Et c'est très intéressant, puisque tu montres que dès le départ, tu n'es pas dans les clous. Donc, ce qui veut dire que quand on modélise un processus, quel qu'il soit, il y a énormément de paramètres qu'on n'intègre pas. Et dans cette définition de la non-intégration de ces paramètres, quand on a été extrémiste dans l'approche des procédures, eh bien on se retrouve à avoir des vrais problèmes. Et dans ce document, j'ai volontairement mis des erreurs, donc, qui laissaient peut-être supposer qu'il y avait une logique, mais on pourrait se dire que par rapport à la méthode, telle qu'elle est définie, la méthode BPMN, il y a certaines notions qui ne sont pas correctes. Je vous laisserai chercher. Mais pourquoi je le précise? Parce qu'en fait, dans les années 2000, on a eu une réflexion qui a été initiée par un groupe d'experts dans le domaine de l'informatique, justement, que nous aborderons peut-être un peu plus tard sur ce sujet-là, qui ont défini ce qu'on a appelé le manifeste agile. Et l'un des principes, en fait, de ce manifeste agile a été de se dire que les processus et les procédures, c'est bien, mais ils ne doivent jamais être pris au détriment donc des interactions entre les individus. Donc les interactions entre les individus doivent être privilégiées, même si les processus sont importants, on intègre quand même de façon importante les individus et il reste la clé. Hein. Donc, d'où ton intervention particulièrement pertinente. Merci beaucoup. Alors, mais les processus entre les individus ont lourdement été entachés et entamés avec le Covid, avec la période du Covid où les distances se sont dramatiquement exacerbées. Et là, c'est là où ça pêche. Hein. Complètement. Alors sur ce deuxième document, l'idée, on va pas tout lire, hein, rassurez-vous, c'était plus pour en fait se poser la question au niveau de l'organisation globale de l'université des mobilités, quels pourraient être un peu les axes forts qu'il faudrait prendre en compte. Parmi ces axes forts, donc on en a quelques-uns qui sont listés, je ne vais pas forcément tous les lire, mais je rebondirai par rapport à certains qui ont déjà été donnés, c'est une vision. Et ça, c'est un élément clé. Quelle est la vision que l'on a tous ensemble quand on a un projet? Parce qu'à partir du moment où on n'a pas une vision commune, c'est difficile d'atteindre l'objectif. Et quand on ne sait pas ce qu'on doit atteindre, même si on y arrive, on ne sait pas qu'on est au bon endroit. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, se pose la question, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Qu'est-ce qu'on définit? Si on regarde la manière dont ce document est positionné, j'ai également intégré une erreur volontairement d'organisation dans ces données. Est-ce que quelqu'un arriverait à identifier ce qui serait incohérent dans l'approche que j'ai définie? Il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Tu es méchant naturellement ou tu le fais exprès? C'est exprès. Mais c'est naturel. Mais quand tu me connaîtras plus, tu verras que j'aime bien taquiner. Nous mettre en difficulté comme ça. Voilà. Alors, la difficulté, elle est double, parce qu'en fait, vous n'avez pas le jeu de couleurs en fait, qui est apparent. Donc, vous avez simplement un dégradé de gris, donc ce qui aurait rendu plus évident si avec la couleur pour percevoir la différence. Je vais vous le dire, en fait, elle est liée à une notion qui est liée à la méthode DISC. Donc dominant, influent, stable et le conformiste. Donc là, l'idée, c'est de se dire que le rayonnement devrait être à la place du domaine de couvert et inversement. Je vous donne la solution tout de suite parce que vous n'aviez pas les cartes pour comprendre l'organisation. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, il y a différents axes forts que les humains ont depuis tout le temps. On peut regarder, même chez les Égyptiens, donc dans les environnements judéo-chrétiens, donc pendant le Moyen-Âge, aujourd'hui, on considère qu'il y a 4 grands traits dominants, même chez les alchimistes. Donc on voit que structurellement, il y a 4 traits de caractère importants. Donc ce qui se laisse supposer que si on reprend l'exemple du carré, donc, et puis après déployer donc, en cube, eh bien, donc qu'est-ce qui se passe? Ces 4 éléments fondamentaux sont à prendre de façon très importante. Donc l'idée, c'est de se dire, quand on va être sur un projet, comment je peux arriver à avoir une forme d'approche un petit peu qui circonscrit l'ensemble du projet. Ce genre de réflexion, c'est là pour pouvoir poser un cadre dans lequel on va chacun participer. Donc les participations sont clés. Ce genre de choses, normalement, se font de façon concertée.
Là, ça devient un document qui est un peu un prétexte à des discussions futures. Ce n'est pas la réponse, c'est la brique qui va initier des questions et qui va permettre à ce moment-là de critiquer cet état et de se dire est-ce qu'on va aller dans ce sens, oui, comment. Constituer des groupes, des personnes qui vont réfléchir et travailler. Donc c'est ça qui va être important que vous ayez à l'esprit en découvrant ces différentes notions, c'est vous dire comment vous ou des personnes que vous connaissez autour de vous pourraient s'inclure dans une partie, plusieurs parties, créer des liens. Parce que je le rappelle, l'objectif, c'est pas simplement de conceptualiser. Ça fait déjà des années qu'on conceptualise plein de choses. L'idée, c'est de se dire comment est-ce que, dans ce que je sais faire, dans ce que j'ai autour de moi, je vais pouvoir apporter telle brique, telle brique, telle brique. Alors, il faut bâtir quelque chose. Donc, si on veut construire une maison, il faut des briques. On ne peut pas juste les penser. Donc, l'étape suivante, ça va être l'approche par plateforme. Donc, les fameuses plateformes sur Internet. Vous en connaissez tous plein. Je ne vais pas faire de pub pour une en particulier, parce que franchement, elles sont déjà suffisamment connues. Par contre, l'idée, c'est de se dire que précédemment, l'image d'avant, donc la carte mentale, c'était sur l'organisation globale donc, de l'université, donc des mobilités. Là, c'est de se dire comment un outil numérique pourrait être imaginé, structuré pour partager de façon dynamique. Et là, ça reprend la notion du mouvement. Et le mouvement, c'est la vie. Et donc, les migrations, c'est du mouvement. Donc, structurellement, c'est la vie. Donc, ce qui signifie que quand on pense qu'aujourd'hui, en permanence, on a 1/5 de la population mondiale qui est en permanence en mouvement, le mouvement, c'est bien la clé. Puis si un jour la Terre, elle s'arrête de tourner autour du Soleil, ce jour-là, quand on sera immobile, je pense qu'on ne sera pas très satisfait. Donc le mouvement, c'est clé. Hein. Donc travailler sur la mobilité et les mobilités, je veux dire, c'est un b.a.-ba. Hein. C'est pas quelque chose de mystique. Si on prend maintenant l'étape suivante, vous avez 5 éléments clés pour définir à ce moment-là le traitement des bases de connaissances. Et j'insiste sur la dimension dynamique, les bases de connaissances dynamiques. Parce qu'en fait, ce document-là, si vous le mettiez simplement là sur le bureau et que je ne l'ouvrais pas, il ne sert à rien. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il est sur votre bureau qu'il va apporter quelque chose. Il a de valeur ajoutée que parce qu'en fait, on va le partager et surtout, on va le faire vivre dans l'esprit de chacun. Donc, quand on va vouloir agir de manière dynamique, il va falloir travailler sur de nombreux concepts, en particulier alimentés par l'intelligence artificielle. Je n'ai pas dit que c'était la solution, j'ai dit que c'était un des outils qui amenait une amélioration de la dynamique. Et dans cette dynamique-là, eh bien, il va falloir travailler sur des indexations et des automatisations d'indexation. Parce qu'il ne faut pas considérer que l'indexation faite une fois, c'est une indexation qui est valide pour tout le temps. Et ça, c'est un des éléments clés à développer dans les IA d'aujourd'hui, c'est comment être dynamique dans l'affectation de ces indexations. Notez bien que pour moi, c'est une approche hybride entre l'homme et la machine. Ou la machine et l'homme, selon votre préférence. Hein. Mais si on met en premier l'homme, ça m'arrangerait quand même un peu plus. Enfin, l'humain, parce que dans l'homme, j'entends, c'est l'homme avec un grand H, pour l'humanité, hein, bien entendu. Donc, cette supervision humaine, elle reste la clé. Donc, si on est simplement soumis à la machine, eh bien là, effectivement, on va vers une dictature effroyable. Ensuite, eh bien, pour faire le trait d'union avec ce qu'on est en train de faire maintenant, une intelligence collective. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Là, l'idée, c'est de réfléchir, c'est de penser et de se dire comment je peux être force active. Et pas simplement avoir entendu, je suis venu, j'ai consommé, je suis reparti, puis je vais prendre mon café. Comment je deviens un acteur? Donc, je vais vous donner un exemple tout bête. Dans nos cerveaux, on a combien de neurones? À quel âge? Bon, l'âge où tu préfères. Si tu préfères 3 mois, j'autorise 3 mois, il n'y a pas de souci. Donc, les estimations sont très larges. Donc, quelle qu'elle soit, une chose est sûre, c'est que personne n'a un cerveau avec un neurone. Ça, c'est une évidence. Pourquoi? Parce qu'un neurone, aussi extraordinaire qu'il puisse être, tout seul, il ne sert à rien. Ce qui fait sa valeur du neurone, c'est son interconnexion avec les autres. Donc il faut un certain volume en termes de neurones, et surtout il faut des interactions entre les neurones. Donc c'est là où le fait d'être ensemble a du sens, mais ça a du sens si on a des interactions entre nous.
Donc si je reprends ce que je vous ai dit avec le fameux groupe d'experts qui ont développé la méthode agile, les interactions entre les individus plus que les processus. Pourquoi? Parce que notre cerveau fonctionne comme ça. C'est les interactions qui développent notre intelligence. Donc si on veut être intelligent collectivement et être mieux qu'un neurone tout seul, il faut travailler à plusieurs, c'est la base. Donc ce qu'on fait là, c'est on apprend à fédérer nos intelligences, stimuler la co-construction. Qu'est-ce qu'on va co-construire ensemble? Parce qu'on ne peut pas tout faire au même moment. À un moment, il faudra bien faire des arbitrages. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on décide? Donc c'est pour ça que, comme le disait Louis dans son intervention, il montrait que l'éducation et la culture générale étaient deux axes forts, fondamentaux, fondateurs. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on discute. Donc faire émerger de l'innovation consécutivement à tout ça et dynamiser l'apprentissage. Alors, pour pouvoir conclure et être à peu près dans les temps qui m'avaient été impartis, eh ben, je ferai un petit peu un trait d'union entre deux approches. Avant de lire ce qui est marqué, il y a une citation que vous connaissez nécessairement, Saint-Exupéry qui disait « Frère, si tu te diffères de moi, loin de me léser, eh bien, tu m'enrichis. » Donc la différence fait notre enrichissement collectif. Ça, c'est donc dit au nord de la Méditerranée. Et au sud, et au très grand sud, puisque là vous avez un terme fort, Ubuntu, qui le connaît ce terme? Qu'est-ce que c'est? Parce que nous sommes. Exactement. C'est ça. Extraordinaire comme mot. C'est-à-dire que là, l'idée, c'est de se dire que ce terme qui vient d'Afrique du Sud, eh bien, on va très loin derrière la Méditerranée, mais ça compte toujours. Eh bien, cette université des mobilités, elle a de sens que parce qu'elle est un projet inclusif. Et donc, le 1 a de sens que parce qu'on est nous. Un tout seul, ce neurone tout seul dans ce cerveau, il ne sert pas à grand-chose, aussi pertinent qu'il puisse être. Donc c'est bien cette action de groupe, et si vous me permettez une petite pensée et puis une invitation, eh bien si vous m'avez entendu, si vous nous avez entendu, puisque vous avez bien compris que le mot a vraiment de sens, eh bien si vous voyez que cette université des mobilités, vous pouvez lui apporter du sens, faites-le. Si vous voyez que ces résidences culturelles, pour vous, peuvent avoir du sens, apportez du sens. C'est parce qu'on a des interactions qu'on a du sens. Voilà, donc c'était donc la partage que je voulais avoir avec vous.